Vous écoutez Espace Parents, un balado qui traite de sujets qui vous préoccupent. On dit parents, mais belle-mère, beau-père, tante, grand-papa, enseignante, enseignant. Si vous êtes un adulte significatif dans la vie d'un enfant, eh bien, on s'adresse à vous. Moi, c'est Mylène et aujourd'hui, je suis avec Judith. Nous sommes toutes les deux intervenantes communautaires à Espace Région de Québec, un organisme en prévention des différentes formes de violences faites aux enfants. Parce qu'on croit que tous les enfants ont le droit de vivre une enfance en sécurité et sans violence, on vous a préparé un épisode court, clair et concis et on prend le temps de répondre à vos questions. Dans le 3e épisode, on fait la distinction entre le sextage et la sextorsion, des enjeux complexes pour les jeunes vivant avec la technologie en constante évolution. On vous présente aussi une entrevue avec Maître Jean-Benoît Dionne, avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. Il va nous informer et nous éclairer sur les aspects juridiques et finalement, on aborde les signes à surveiller si un enfant est victime de cette forme de violence et on vous propose des pistes pour intervenir. Bonne écoute! C'est quoi les grandes différences entre le sextage et la sextorsion? De quelle façon expliquer aux enfants les notions de sphère publique et d'intimité? Est-il légal que les jeunes s'envoient des images intimes? Comment aider mon enfant à poser ses limites? Comment expliquer à mon enfant les risques qui y sont liés? Comment réagir face à ce type de confidence? Comment outiller mon enfant? Maintenant, il faut rester à l'affût de ce qui se retrouve sur Internet, car c'est devenu accessible pour plusieurs familles. La plupart possèdent des tablettes, des cellulaires, des ordinateurs portables ou d'autres objets électroniques. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à les manipuler et un éventail de jeux leur est proposé. Plus vieux, ils peuvent communiquer avec leurs amis sur les réseaux sociaux comme Messenger Kids, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais il faut être vigilant comme parent car on ne sait jamais quand une personne mal intentionnée voudrait entrer en contact avec notre enfant via les jeux, les applications ou les réseaux sociaux. C'est donc important de pouvoir être bien outillé pour leur venir en aide si ça leur arrive. Ouf, je me sens tellement déconnecté des fois. J'ai entendu du monde parler de sextage. Je connais tellement rien à ça. Oui, je comprends. Mais je pense que c'est quand une personne envoie des photos osées par texto. Ouais, on dirait que je sais pas trop quoi en penser. Ça doit être quelque chose de plus en plus fréquent chez les jeunes avec tous les réseaux sociaux qui existent maintenant. Ça doit. Il y a aussi toutes sortes d'arnaques en ligne, comme la sextorsion. J'ai jamais entendu ça. C'est quoi? Je suis pas trop sûre, mais je pense que c'est comme du chantage avec des photos intimes de jeunes puis de l'argent. C'est assez épeurant. Aïe, aïe, ouais. C'est devenu vraiment difficile de savoir tout ce qui se passe sur Internet. Mais ça. Pour commencer, on va définir c'est quoi exactement le sextage. C'est vrai que quand on pense au mot sextage, la première chose à laquelle on pense, bien, c'est à l'envoi de photos intimes de soi. Mais ça peut se faire aussi de plusieurs façons et arriver dans plein de situations. Plus précisément, le sextage, c'est l'envoi de messages écrits ou vocaux, de vidéos, de captures d'écran, de photos à caractère sexuel de soi ou d'une autre personne par voie électronique. Donc, le sextage englobe beaucoup plus que l'envoi de photos intimes de soi. Dans la mise en situation, un parent se questionnait et était inquiet au sujet de la sextorsion. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'entend pas si souvent. La sextorsion, c'est utiliser une image ou une vidéo intime d'une personne pour faire du chantage et obtenir quelque chose d'elle. Le mot s'inspire du terme extorsion et du mot sexe, étant donné qu'il implique des échanges à caractère sexuel. Souvent, c'est un adulte qui va se faire prendre pour un enfant du même âge que sa victime. Mais ça peut aussi être un jeune du même âge ou un adolescent qui se fait prendre pour une autre personne. La personne va créer un lien avec sa victime sur les jeux en ligne ou les réseaux sociaux. Les conversations durent en moyenne quelques heures, mais il suffit parfois de quelques minutes pour que l'agresseur commence ses menaces. Le sextorqueur va commencer par envoyer des photos ou des images à caractère sexuel d'une autre personne pour ensuite demander au jeune de lui envoyer la même chose, soit des photos ou des vidéos intimes. Aussitôt les photos reçues, l'agresseur les enregistre et les menaces commencent. Il peut maintenant faire du chantage avec ce qu'il a entre les mains. Ce qu'il va demander aux jeunes, c'est soit de l'argent, des cartes cadeaux ou encore plus de photos ou de vidéos intimes. Le montant que le sextorqueur va demander peut varier et pourrait aller jusqu'à des milliers de dollars. Oui, puis c'est important de savoir que plusieurs ruses peuvent être utilisées par les sextorqueurs. Ça peut être le fait d'offrir de l'argent à leurs victimes dès les toutes premières minutes en échange de photos, de vidéos à caractère sexuel.
de se créer plusieurs comptes en les utilisant pour faire croire à sa ou ses victimes qu'il y a plusieurs personnes qui s'en prennent à elle, ou en se montrant plus agressif avec sa victime si elle refuse d'obéir aux demandes, en menaçant de ruiner sa vie de plusieurs façons. Oui, les différentes façons de nuire à la vie de sa victime, ça peut être en menaçant qu'il va partager les photos ou les vidéos à d'autres élèves, dans d'autres écoles, même à sa famille ou encore dans les médias ou à la télévision. Ou bien en créant de faux articles de journaux pour faire passer la victime pour un abuseur. Puis partir de fausses rumeurs et les mettre publiques. Ils vont parfois s'en prendre à la fratrie plus jeune et aux amis d'une victime actuelle ou précédente. Donc, c'est quoi exactement la différence entre le sextage et la sextorsion? Bien, la principale différence, c'est le chantage, le fait d'utiliser des photos en ligne pour manipuler l'enfant pour recevoir de l'argent ou d'autres photos intimes est vraiment ce qui définit la sextorsion. Tandis que le sextage, ça peut être fait entre deux jeunes de manière consentante dans la découverte de leur sexualité et leur intimité. Mais vraiment attention, parce que dans un contexte de sextage, l'autre partenaire pourrait abuser de son pouvoir, faire des menaces, de l'intimidation ou du chantage pour obtenir des photos intimes. Un partenaire ou un ex-partenaire qui menace de publier des photos intimes pour obtenir quelque chose, c'est aussi de la sextorsion, même si les images lui avaient été données volontairement au départ. C'est normal de se poser plusieurs questions en lien avec le sextage et la sextorsion et les aspects juridiques qui en découlent. Pour démêler tout ça, on vous présente l'entrevue qu'on vous a préparée avec Maître Jean-Benoît Dionne, avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. Hey, Clara m'a dit que son amie faisait du sextage avec son nouveau chum. Ça m'a un peu surprise. Mais il semble qu'ils sont un peu jeunes pour ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal rendu la norme. C'est comme une nouvelle façon de découvrir sa sexualité, j'imagine. Mais ils ont quel âge? 13 et 14 ans. J'étais pas rendue là, moi, mais semble à cet âge-là. J'avoue que c'est un peu jeune. Mais tu sais, nous autres, on faisait ça autrement. L'affaire, c'est que, selon la loi, des photos intimes quand t'as moins de 18 ans, c'est considéré comme de la pornographie juvénile, il me semble. Ah ouais? J'avais pas pensé à ça, mais ça fait du sens. Je vais aller me renseigner là-dessus. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Judith. Merci beaucoup d'avoir accepté de collaborer avec nous pour le balado Espace Parents. Ça me fait un grand plaisir. Donc, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, les deux parents discutent de la situation de Clara. En effet, la question se pose, si deux jeunes échangent des images intimes, est-ce que c'est de la pornographie juvénile? Ça peut être le cas, oui. Si les images montrent des organes génitaux, des seins, une activité sexuelle explicite, ça peut entrer dans la définition de pornographie juvénile. Donc, techniquement, si c'est le cas, les deux jeunes commettent deux crimes, la production et la possession de pornographie juvénile. Par contre, la question se pose, est-ce qu'il faut criminaliser deux jeunes qui découvrent leur sexualité de cette façon-là, alors que les deux sont d'accord? Oui, justement, il me semble que la Cour suprême du Canada s'est penchée sur cette question en 2001. Exactement. Et sa réponse, c'est non. La Cour suprême, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un moyen de défense qui peut être utilisé contre des accusations de possession ou production de pornographie juvénile dans un cas comme ça. On appelle ça la défense de l'usage personnel. Et pour la Cour, le comportement n'est pas criminel s'il y a trois conditions qui sont remplies. C'est-à-dire, premièrement, l'activité sur l'image, elle est elle-même légale. Donc, elle est faite de façon consentante, le consentement est valide. Deuxièmement, les partenaires sont d'accord pour prendre la photo ou faire la vidéo et ils ont exprimé leur accord. Et troisièmement, l'usage qui est fait des images reste strictement personnel. Mais, comme je l'ai mentionné, c'est un moyen de défense. Donc, selon la loi, ça demeure de la pornographie juvénile. Et techniquement, ça n'empêche pas les jeunes d'être accusés. La décision, en fait, elle reviendrait entre les mains d'un avocat ou d'une avocate du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, qui prendra en compte toute la situation pour prendre sa décision. Et finalement, si des accusations sont effectivement portées, les jeunes pourraient présenter ce moyen de défense-là devant la Cour. C'est très intéressant. Mais il se passe quoi là si un des partenaires a moins de 12 ans? Une activité sexuelle qui implique un jeune de moins de 12 ans, elle ne peut pas être légale, puisque le consentement n'est jamais valide avant 12 ans. Donc, si un des deux jeunes a moins de 12 ans, le partenaire le plus âgé pourrait potentiellement être accusé d'un crime, notamment un crime de pornographie juvénile.
Si les deux ont moins de 12 ans, il ne peut pas y avoir d'accusation criminelle puisqu'aucun des deux n'a atteint l'âge de la responsabilité criminelle. Par contre, il pourrait y avoir une intervention, soit du milieu scolaire ou de la direction de la protection de la jeunesse. Puis revenons à la mise en situation. Si l'ami de Clara lui montre des photos intimes qu'elle a reçues, est-ce que c'est criminel? Oui, dans ce cas, l'ami commet une infraction de distribution de pornographie juvénile. Montrer l'image à une seule personne, c'est suffisant pour commettre cette infraction-là et elle ne pourrait pas se défendre en alléguant que c'est un usage personnel. En plus, dans le cas que tu me présentes, Judith, l'amie de Clara, elle a plus de 12 ans et donc elle pourrait être accusée au criminel. Je comprends. Puis ça m'amène une autre question. Comme parent, là, si on trouve ce genre d'images, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut les regarder, les effacer? En tout cas, en aucun cas les conserver. Le parent qui conserve les images ferait lui-même une infraction de possession de pornographie juvénile. Généralement, ce n'est pas important de savoir pourquoi la personne est en possession des images, même si le parent a des bonnes intentions. Le simple fait de conserver les images, alors qu'il en connaît le contenu, c'est suffisant pour commettre l'infraction. Le mieux, c'est sans doute d'en parler avec son enfant. D'où viennent les photos? Qui les a pris? Pourquoi? Est-ce qu'il était d'accord? Est-ce qu'il a été menacé? Est-ce qu'il y a d'autres copies aussi? Le fait que les images existent, ça pourrait cacher une autre situation criminelle dont l'enfant est victime. C'est vrai que ce type d'image peut être utilisé de façon malveillante. On peut penser à la sextorsion, soit de faire du chantage auprès d'une personne en utilisant une image intime d'elle, qui est aussi une infraction criminelle, il me semble. Oui, on parlera simplement d'extorsion. Le terme sextorsion n'existe pas dans le code criminel. Mais l'extorsion, ça ne se limite pas à menacer pour obtenir de l'argent, c'est plus général. Dès qu'une personne utilise une menace ou la violence pour obtenir quelque chose, c'est de l'extorsion. Je te donne 2 exemples. Une personne qui n'accepte pas la rupture et menace son ex de publier des photos intimes pour avoir des relations sexuelles. Ou encore un jeune qui en menace un autre pour obtenir des photos intimes. Dans les 2 cas, ça peut être de l'extorsion. Dans le fond, en droit criminel, sextorsion et extorsion, ça veut pas mal dire la même chose, mais la différence, c'est que les menaces sont à caractère sexuel, si je comprends bien. Oui, exactement. Et si la personne met sa menace à exécution et publie une image intime sur les réseaux sociaux, c'est quoi qui va se passer? Alors, non seulement la personne commet de l'extorsion, mais aussi un autre crime, soit la publication non consensuelle d'images intimes. D'ailleurs, que l'image soit publiée sur les réseaux sociaux ou montrée à une seule personne, c'est la même chose. Par contre, dans ce cas-ci, il faut que l'image soit effectivement une image intime au sens du code criminel. C'est-à-dire une image où on peut voir soit les seins, les organes génitaux, la région anale ou une activité sexuelle explicite. Ça veut dire qu'une photo suggestive ou embarrassante, en maillot de bain ou même en sous-vêtements par exemple, ce n'est pas une image intime au sens du code criminel. C'est plus clair maintenant. Puis, on l'a dit plus tôt dans l'épisode, la sextorsion, c'est aussi lorsqu'une personne utilise Internet pour entrer en contact avec des mineurs et lui demander des images intimes. Souvent, la personne va utiliser une ruse, comme se faire passer pour quelqu'un d'autre pour gagner la confiance du jeune. Comment cette situation est considérée en droit criminel? Le leurre, c'est communiquer avec une personne mineure par un moyen technologique, par exemple les réseaux sociaux, des textos, dans le but de commettre un autre crime. Dans le fond, c'est un crime de prévention. On criminalise un geste qui risque de mener à un autre crime. Dans l'exemple que tu me donnes, la personne tente d'obtenir des images de pornographie juvénile. C'est l'autre crime visé. Que la personne victime donne les images ou non, ça n'a pas d'importance. Le crime, c'est le fait d'utiliser le moyen technologique pour tenter d'obtenir les images. Donc, le leurre peut mener à différents crimes et la situation peut évoluer selon les actions qui sont posées. Si un ou une jeune se croit victime d'un crime, qu'est-ce qu'il ou elle peut faire? Une personne victime peut porter plainte à la police en communiquant avec son poste de quartier ou avec le 911 s'il y a une urgence. Il n'y a pas de délai pour porter plainte. La personne victime va rencontrer un enquêteur ou une enquêtrice qui va prendre sa version des faits. Selon la situation, les policiers pourraient vouloir récupérer des copies de la conversation avec la personne suspectée d'avoir commis le crime. Donc, c'est important de ne pas les effacer. Il peut s'agir d'éléments de preuve importants. La personne victime, elle n'est pas obligée de porter plainte, ça demeure son choix. Des ressources comme les lignes d'aide ou le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, peut fournir du soutien et de l'information à une personne qui se questionne.
Si un ou une jeune ne désire pas porter plainte à la police, quelles sont les autres options qui existent et les ressources qui peuvent leur venir en aide? Il y a la poursuite civile pour obtenir un dédommagement en argent qui peut être une option dans certains cas. Ça va généralement être recommandé de consulter un avocat ou une avocate pour bien évaluer cette option-là qui peut être assez complexe. Si la situation s'y prête, une personne mineure intéressée peut être accompagnée à envisager un dialogue avec l'autre personne dans un processus de médiation. Il y a l'organisme Equijustice qui est spécialisé dans ce type d'intervention. C'est possible de communiquer directement avec eux. Il y a aussi le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels, l'IVAC, qui peut soutenir financièrement les personnes victimes qui sont admissibles, par exemple pour payer des frais de thérapie. On peut trouver l'information sur leur programme sur le site Internet. L'école est une ressource importante aussi. Chaque institution scolaire, publique ou privée, doit avoir un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Le jeune pourra être accompagné par les intervenants du milieu scolaire et dirigé vers les ressources appropriées. Oui, puis on vous rappelle qu'il y a toujours les lignes d'écoute, comme la ligne Info-Aide Violence sexuelle, les lignes spécifiquement pour les jeunes comme Tel Jeune ou Jeunesse J'écoute. Le site Aidez-moi s'il vous plaît est une ressource utile si des images intimes ont été mises sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aider à retirer du web les images à caractère sexuel. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, offre aussi de l'aide et du soutien, comme Jean-Benoît l'a dit. Bref, il existe plusieurs ressources qui peuvent nous venir en aide dans ces situations. J'aimerais finalement conclure avec la loi sur la protection de la jeunesse. On se rappelle là que tout adulte a l'obligation de signaler à la DPJ si un enfant est victime d'abus physiques ou sexuels. Donc, Jean-Benoît, dans une situation de sextorsion ou de partage d'images intimes, est-ce que la DPJ devrait être impliquée dans le dossier de la victime mineure? La définition d'abus sexuel dans la loi est large et elle inclut tout geste à caractère sexuel avec ou sans contact. Donc, si on parle de sextorsion ou de partage d'images intimes, on entre dans cette définition-là et, comme tu l'as dit, tout adulte a l'obligation de faire un signalement. Ceci dit, suivant le signalement, ça va être à la DPJ de déterminer si une intervention est nécessaire ou non. Merci. On souhaite vous rappeler aussi que si vous vous questionnez sur la situation d'un enfant, vous pouvez contacter Infoconsultation qui vous guidera dans vos questions et pourra vous dire si la situation est à signaler ou non. Le numéro est le même que celui de la protection de la jeunesse. C'est ce qui termine l'entrevue. Un énorme merci, Jean-Benoît, de nous avoir éclairé sur les aspects juridiques qui sont liés au sextage et à la sextorsion. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Tout le plaisir est pour moi et si vous avez d'autres questionnements, vous pouvez consulter le site web d'Éducalois qui propose une panoplie d'informations juridiques pertinentes et vulgarisées. Léo m'a dit qu'il est en train de jouer en ligne puis qu'un inconnu lui avait envoyé une photo de son pénis puis qu'il lui a demandé de faire la même chose. Je sais pas quoi faire, c'est traumatisant pour lui, là. Il a juste 11 ans. Je te comprends tellement. Il est arrivé la même chose à la fille de ma collègue. Ah ouais, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Il me semble qu'elle s'était renseignée sur le site de CyberAide. Ça disait qu'on pouvait signaler la personne ou même avertir la police pour ce genre de situation. Je suppose que c'est ça qu'elle a fait. Ouais, c'est une bonne idée. Je pense que je vais faire la même chose. Tu fais bien. Au moins, Léo a fait ce qu'il fallait, puis il t'en a parlé. Ouais, je suis vraiment fière de lui. Je suis contente qu'il soit pas tombé dans le piège puis qu'il ait pas gardé ça pour lui. Comme il a été nommé dans l'épisode sur la cyberintimidation, certains changements de comportement peuvent être des signes que nos enfants vivent des événements plus difficiles. Quand on dit difficile, ça peut être dû au stress, à une nouvelle situation, mais ça peut aussi être signe qu'il est victime de sextorsion, de sextage non consensuel ou d'autres formes de violence. C'est donc important de rester à l'affût de certains changements de comportement chez les jeunes. Par exemple, si le jeune de votre entourage vous paraît anormalement renfermé, triste, inquiet, sur la défensive, en colère ou cachotier, c'est peut-être que certaines personnes ont vu sa photo intime, qu'elle se partage en ce moment dans son cercle d'amis ou à l'école. Ça peut aussi être qu'un adulte lui a fait des menaces de publier sa photo sur différentes plateformes ou de l'envoyer à sa famille. Oui, ou bien s'il se désintéresse aux activités qu'il aime habituellement. Par exemple, si votre enfant aimait aller à ses pratiques de sport, mais qu'il ne veut plus y aller, mais il y a peut-être une raison derrière. C'est peut-être parce qu'il y a un jeune qui a vu sa photo intime, qui est au courant de ce qui s'est passé, ou bien que la personne qui le harcèle est dans son groupe sportif. Ou encore, s'il se plaint souvent de maux physiques, comme des maux de ventre ou des maux de tête, bien, le stress chez un jeune, comme pour un adulte, peut se développer de plusieurs façons. Penser constamment à ce qui pourrait arriver avec la photo peut être un gros casse-tête.
Le stress peut alors se traduire en symptômes physiques comme des maux de ventre, des maux de tête ou bien des brûlures d'estomac. C'est important d'être attentif aux changements de comportement, surtout si son alimentation n'a pas changé. Aussi, si l'enfant manifeste des troubles du sommeil, soit avoir du mal à s'endormir, avoir un sommeil agité la nuit, ou s'il passe son temps à dormir et qu'il évite toute interaction. C'est peut-être parce qu'il rumine sur l'événement qui s'est produit. Ou bien s'il a envoyé une photo intime, l'enfant n'a plus le contrôle sur celle-ci et ça peut être vraiment anxiogène de ne pas savoir ce qui pourrait arriver par la suite. Peut-être aussi qu'il ne sait pas quoi faire pour que ça s'arrête et qu'il se sent démuni. Le fait de dormir très souvent et de ne pas parler de la situation, c'est peut-être pour lui un moyen de protection. En faisant ça, il évite le problème, ne le confronte pas et n'en parle pas à des personnes qui pourraient l'aider. L'enfant vit peut-être de la honte et il n'a pas envie que ce soit su par ses proches. Puis, s'il ne respecte pas les limites que vous lui imposez quant à la fréquence et à la durée de ses visites sur Internet, c'est peut-être parce qu'il est victime de sextorsion qu'il ressent de la pression d'aller répondre rapidement à ses messages, car il est victime de chantage et ne veut pas vivre les représailles. Ou bien l'enfant peut vouloir passer plus de temps sur Internet, car le fait de recevoir des commentaires positifs peut sécréter de la dopamine, l'hormone du bonheur. Quand le cerveau sécrète cette hormone, on ressent un bien-être rapide, donc on peut avoir tendance à refaire ses gestes, même en sachant que les conséquences peuvent être graves. Oui, et s'il passe beaucoup moins de temps sur Internet, c'est peut-être que l'enfant est en train de ressentir de la honte, par exemple. S'il a envoyé une photo intime et qu'il a reçu des commentaires haineux ou désagréables, ou bien s'il a cédé aux menaces d'une personne. Cette honte peut provoquer un sentiment de faible estime de soi et il faut accorder de l'importance à ce que vit le jeune. La chercheuse Catherine Nibbs, doctorante clinique psychothérapeute en traumatologie infantile, constate que les jeunes qui vivent ce sentiment de honte vont parfois, même souvent, tenter de se débarrasser de ce sentiment-là, soit en ayant des comportements d'automutilation ou des comportements à risque. Tous ces signes peuvent être des indices que votre enfant vit un stress. Par contre, un changement de comportement ne signifie pas nécessairement que quelqu'un s'en prend à votre enfant ou qu'il est victime de violence. Ne sautez donc pas trop vite aux conclusions. Mais c'est toutefois un signe que vous devez faire les premiers pas vers votre enfant pour savoir ce qui se passe dans sa vie. De plus, les enfants ne réagissent pas tous de la même façon. Ça va dépendre de plusieurs choses. Donc, leurs caractéristiques personnelles, comme leur niveau de résilience ou de leur sensibilité, leur capacité à se confier facilement ou non à un adulte. Ça va dépendre du type de violence vécue. Si c'est une violence physique, psychologique, sexuelle ou de la cyberintimidation, par exemple, ou de la fréquence des gestes. Est-ce que ça fait longtemps que ça dure? Est-ce que la violence est répétée dans le temps? Ça va dépendre aussi du lien qu'unit le jeune à son agresseur. La personne qui lui demande des sextos, est-ce que c'est son chum, sa blonde ou une personne en position d'autorité, comme son entraîneur sportif ou son professeur? Ça peut dépendre aussi de la présence de personnes significatives dans son entourage. Est-ce que l'enfant se sent soutenu et en confiance avec des adultes qui l'entourent? En tant que parent ou adulte significatif pour un enfant, on a le pouvoir de changer les choses, d'informer et de soutenir nos enfants dans toutes sortes de situations. On peut faire de la prévention avec notre enfant en ayant des discussions sur les relations saines et la façon dont on doit traiter son prochain. Un enfant qui comprend bien c'est quoi une relation saine risquera moins de commettre de la violence ou d'en être la victime car il va mieux la reconnaître. On peut aussi nommer à l'enfant des exemples de comportements sains à adopter, comme s'affirmer, dire non, faire preuve d'honnêteté, même si ça peut demander beaucoup de courage, ne pas avoir peur de discuter des sujets qui sont importants pour nous, aller chercher du soutien quand on a besoin d'aide, accepter les compliments, parce que ça peut être difficile parfois, de discuter au lieu de confronter, miser sur les efforts de nos pairs plutôt que les faiblesses, puis être capable de se remettre en question, accepter ses erreurs et présenter ses excuses au besoin. On peut aussi nommer à l'enfant des exemples de comportements malsains. Par exemple, quelqu'un qui insiste pour avoir des photos ou des vidéos intimes, même après un premier refus, qui utilise la pitié ou la culpabilité pour obtenir quelque chose, qui n'accepte pas de se faire dire non, une personne insistante,
Une personne qui ne s'intéresse pas aux opinions des autres, qui semble partager des choses personnelles beaucoup trop rapidement, qui fait du chantage en offrant de l'argent, des cadeaux pour convaincre de faire quelque chose, ou bien qui demande de garder un mauvais secret. Ça pourrait être intéressant de faire l'exercice avec votre jeune et lui demander comment il réagirait avec quelqu'un qui avait ces comportements-là envers lui. En même temps, ça permet de développer son pouvoir d'agir. Oui, c'est important de nommer à l'enfant que ce sont des comportements inacceptables. On peut aussi faire de la prévention en parlant de sextage, de sextorsion et en discutant de la réalité sur Internet. D'ailleurs, plusieurs moyens s'y trouvent dans notre épisode « Le virtuel, c'est réel ». Donnez des trucs à vos enfants pour éviter qu'ils soient manipulés par un sextorqueur. Par exemple, lui dire de ne jamais céder aux menaces. On peut aussi prendre le temps d'échanger sur le sujet de la loi avec l'enfant et de discuter des conséquences qui peuvent y être reliées. C'est pour ça qu'Éducalois était parmi nous pour nous donner plus de détails à ce sujet. Parlez de sexualité saine et de consentement avec vos enfants et appuyez vos propos avec l'aide de plusieurs outils qui se retrouvent sur Internet. D'ailleurs, Espace Région de Québec a aussi développé 3 capsules, Mon Espace, pour vous aider à aborder le sujet. Celles-ci se retrouvent sur notre site Web. Restez à jour et tenez-vous informés sur les réseaux et les jeux que les enfants qui vous entourent utilisent. Ça peut être en communiquant avec eux via les applications qu'ils empruntent. Évidemment, il faut aussi s'assurer de savoir avec qui nos enfants communiquent dans le monde virtuel. C'est important aussi de parler des règles de sécurité sur Internet avec les enfants. D'ailleurs, plusieurs de celles-ci se retrouvent dans notre épisode « Le virtuel, c'est réel ». On a abordé la prévention, mais maintenant, on va discuter de ce qu'on peut faire si un enfant se confie à nous en lien avec une situation de sextage ou de sextorsion. Peu importe la situation, écoutez votre enfant sans le juger. Faites-lui savoir qu'il n'est pas seul et qu'en tant qu'adulte significatif, vous êtes là pour l'écouter. Votre enfant est en période d'apprentissage, il fait des expériences, il commet des erreurs et c'est normal. Essayez autant que possible de lui poser des questions ouvertes comme « Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? » Puis faites une pause en silence et écoutez-le attentivement vous faire part de ses préoccupations. Allez-y, à son rythme. Ne brusquez pas les confidences. Si vous êtes trop pressé de savoir, ça se peut que votre enfant se referme. Aidez votre enfant en l'encourageant à adopter une attitude positive envers lui-même et en lui faisant voir la situation sous d'autres angles, comme un apprentissage par exemple, en l'aidant à ne plus se blâmer et en lui disant que vous êtes là pour l'aider jusqu'au bout. Faites-lui savoir l'importance de s'entourer de bons amis qui l'aideront à traverser cette épreuve. Car des amis, c'est pas simplement des partenaires de jeu, mais aussi des personnes qui peuvent s'entraider. Si votre enfant vous confie être victime d'exploitation, de chantage, de violence, de sextorsion, d'agression ou de harcèlement, nous pouvons lui suggérer de faire une plainte et s'il ne veut pas, c'est important en tant que parent de signaler et de contacter la police pour garantir sa sécurité et celle des potentielles autres victimes. Afin de bien pouvoir faire sa plainte ou son signalement, on doit s'assurer que l'enfant ne supprime pas les photos, vidéos ou messages et qu'il garde les noms des comptes harcelants. En tant qu'adulte significatif, il n'est pas nécessaire de consulter la photo, les vidéos ou les messages, car elles représentent de la pornographie juvénile. Davantage en lien avec la sextorsion, si l'enfant s'est fait piéger par un sextorqueur, on peut aller vérifier dans le compte du jeune ou le nôtre si l'argent envoyé a été encaissé et sinon, rapidement annuler la transaction. Prenez en considération que le sextorqueur a réussi à gagner la confiance de votre jeune. Celui-ci est peut-être aveuglé par une relation amoureuse ou d'amitié. Il n'est pas suggéré de couper brutalement l'accès à Internet car ça pourrait brimer votre lien de confiance avec votre enfant. Il pourrait se fermer à la confidence et trouver d'autres façons de se connecter. Notez aussi qu'il peut s'avérer difficile de lui faire comprendre qu'il est une victime. Il est important de rester calme et d'intervenir avec empathie et de déculpabiliser votre jeune. Ce n'est pas de sa faute. Bloquer la personne et la signaler sur l'application ou le site en question sont des choses nécessaires à faire. Dans le cas où votre enfant se confie à vous à propos d'un geste qu'il regrette avoir posé, par exemple s'il a partagé lui-même une photo intime d'un autre jeune, rappelez-vous que votre enfant reste lui-même et ça ne fait pas de lui une mauvaise personne ni de vous un mauvais parent. C'est quand même essentiel de nommer à l'enfant que c'est un geste qui est inacceptable,
tout en faisant la distinction entre le comportement et votre enfant. On pourrait lui dire « c'est pas toi que j'aime pas, mais c'est le geste que tu as posé ». Rappelez-vous que l'enfant n'est pas le comportement et qu'il est de notre devoir d'informer et d'outiller les jeunes. Autrement, on peut aussi lui suggérer de prendre du recul, de respirer pendant quelques minutes, le déculpabiliser pour qu'il ne soit pas trop dur avec lui-même. L'idéal, c'est d'agir le plus rapidement possible pour que la vidéo ou la photo soit retirée, comme prendre contact avec la personne à qui il l'a envoyé et lui demander de supprimer le message à l'instant même. Plus c'est supprimé tôt, moins il y a de risque que ce soit partagé. Si une personne a transféré son sexto, il faut conseiller à l'enfant de ne pas répliquer et d'éviter de répondre aux commentaires, parce que se venger de la personne qui a partagé le sexto ne fera qu'empirer les choses. Si ça a été partagé sur un site Internet et que le jeune a l'impression de ne plus pouvoir rester en sécurité, il faut immédiatement être en contact avec le site en question et expliquer la situation. Il sera possible de faire supprimer la photo ou la vidéo, surtout si le jeune a moins de 18 ans. Rappelez-vous que l'enfant n'a rien à se reprocher si une photo ou une vidéo est partagée sans son consentement. Personne ne mérite que son droit à la vie privée soit brimé ou de voir sa confiance brisée. Peu importe la situation, il peut être difficile en tant qu'adulte de contrôler ses émotions, surtout lorsqu'il s'agit de notre enfant. Si on se sent emporté par la colère, la peur ou la tristesse, on peut le nommer au jeune en lui disant, par exemple, « C'est pas toi qui me rends en colère, c'est la situation ». Cela permet de déculpabiliser le jeune et de favoriser les confidences. Dans tous les cas, lorsqu'un enfant se confie à nous, c'est important de lui dire qu'il a fait la bonne chose et que c'est courageux de sa part. Parler à un adulte, c'est ce qui va permettre de trouver des solutions pour contrer et prévenir la violence. Une affaire de sextorsion, de sextage, de harcèlement ou autre, c'est gros à gérer pour un jeune et aussi pour un parent. Si vous ou votre jeune avez besoin d'aide, vous pouvez vous référer à des ressources qui sont là pour aider, comme Tel Jeune, Jeunesse J'écoute, la ligne Parents, aidez-moi s'il vous plaît.ca, cyberaide.ca, le service de police et le milieu scolaire de votre enfant. Pour en savoir plus sur la violence en ligne ou si vous ou un enfant de votre entourage a besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles. Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire pour freiner l'augmentation du sextage non consensuel et de la sextorsion, le plus important est, selon nous, que les équipes écoles, les familles, les organismes et les gouvernements travaillent ensemble afin de prévenir et contrer les différentes formes de violence. Rappelez-vous qu'en tant qu'adulte, vous pouvez faire la différence dans la vie des enfants qui vous entourent. Merci pour votre écoute et merci pour votre intérêt sur le sujet. C'est déjà la fin du 3e épisode du balado Espace Parents. Espace Région de Québec souhaite remercier CKIA FM 88,3, Éducalois et le programme Ensemble contre l'intimidation du ministère de la Famille. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou visiter notre site web espace-sans-violence.org/Région Québec.